Notre objectif, quand on fait un sondage national, c'est de recréer une mini-France dans notre échantillon. Mini-France. Ouais, bon, moi j'ai juste une question, hein. Elle habite où, cette mini-France? Et surtout, qui est-ce qui n'habite pas dedans? La semaine dernière, on a décortiqué un sondage. Là, on remonte d'un cran. Comment on les fabrique? Il y a une vidéo pédago là-dessus avec un directeur des labs. Oui, le même institut que la dernière fois. Et elle est bien faite, franchement. Ils expliquent leur méthode, ils ne cachent rien. Et c'est justement pour ça que ça vaut le coup de l'écouter en entier. Parce qu'il y a 3 phrases dedans qui ont fait tilt. D'abord, la méthode telle qu'il la raconte. Et je vous la donne en entier parce que ici, on ne caricature pas. Pour les sondages nationaux, le minimum et la taille standard, c'est 1000 personnes. Le critère le plus important, c'est pas la taille, c'est la représentativité de l'échantillon. Donc nous, notre objectif, quand on fait un sondage national, c'est de recréer une mini-France dans notre échantillon. Et cette mini-France, effectivement, c'est le recensement de l'INSEE qui nous donne les proportions à respecter. Ces proportions, on les respecte sur différents critères, le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle. C'est une loi statistique qui fait que quand vous interrogez 1000 personnes pour une cible qui représente effectivement 65-70 millions de personnes, vous avez une marge d'erreur qui est entre 2 et 3 points, donc qui est relativement faible au vu de effectivement l'ampleur de la cible que vous interrogez. Et si les critères de représentativité sont bien respectés, vous avez là un sondage qui est fiable et sur lequel vous pouvez tirer des enseignements fiables. En tout cas, ça, c'est vrai, hein. 1000 personnes bien choisies, ça donne une photo à 2-3 points près. C'est pas de la magie, c'est des maths, ça marche depuis un siècle, hein. Mais vous l'avez entendu, le petit mot qu'il glisse, si les critères de représentativité sont bien respectés, si tout ça tient sur ceci, alors on va aller le regarder de plus près, hein. Avant les 3 phrases, une question que tout le monde se pose, alors autant la régler tout de suite. Est-ce qu'on peut falsifier un sondage? Écoutez le patron de l'IFOP lui-même. C'est une archive de novembre dernier. La date est à l'écran. Oui, bien sûr, oui. Voilà, chaque mois, je teste la popularité de 50 personnalités politiques. Eh ben, on peut imaginer qu'un institut X ou Y, un sondeur Y ou Z va changer les chiffres. Naturellement, à l'IFOP, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est pas une science, on fait ça de la science statistique. Bien sûr, on peut tricher comme absolument partout, et je considère qu'à l'IFOP, on ne triche pas. Je considère qu'on ne triche pas. Ouais, moi aussi, je considère que je roule pas trop vite. Bon, mais je vais être clair tout de suite. J'accuse personne de tricher. Et franchement, ce serait presque rassurant qu'il triche. Tu vires 2 mecs, tu changes une règle, c'est réglé. Le problème est bien pire que ça. Il n'y a rien à truquer. La méthode elle-même, telle qu'elle est, elle vire les jeunes et les milieux populaires de la photo, légalement, à chaque vague, sans que personne fasse rien de mal. Voilà, 3 phrases. Allez, phrase numéro 1. Elle est tout au début de la vidéo pédagogique et c'est l'Institut lui-même qui la prononce. Qui commande les sondages? Normalement, un sondage n'est pas de notre propre initiative, on a des commanditaires. Et ces commanditaires, sur les sondages politiques, peuvent être de 2 types. Il peut y avoir des médias, donc TV, radio, presse écrite, etc., nationale ou régionale. Ou alors ça peut être des acteurs politiques directement, donc soit des candidats ou des partis politiques qui là ont besoin d'un sondage pour leur prochaine élection. C'est lui qui le dit. Les clients, c'est les médias ou des partis ou des candidats. J'invente rien, je sous-entends rien. C'est lui qui décrit son métier. Un sondage, c'est un produit. Il y a un client qui paye. Ça ne le rend pas faux pour autant. Mais du coup, la question, elle est simple. Quand un sondage sort, cherchez qui a payé. Et c'est marqué en plus. C'est dans la notice à chaque fois. Personne la lit. Vous, maintenant, vous allez la lire. Phrase numéro 2. Qui répond? La première méthode, c'est par Internet. Donc là, on sollicite des gens sur Internet. Ce sont des gens qui sont inscrits sur des panels. Ce sont des sociétés qui sont spécialisées pour recruter des gens avec des profils assez diversifiés. Donc là, ils sont sollicités sur Internet. La deuxième méthode, c'est le téléphone. Donc là, c'est plutôt pour les sondages locaux, où on ne peut pas les faire sur Internet, il n'y a pas assez de potentiel sur les panels Internet. Et donc là, on va appeler les gens directement chez eux, sur leur mobile, sur leur fixe, pour leur proposer un questionnaire. Et ça, souvent, donc, c'est à l'échelle locale. Des gens inscrits sur des panels. 2 secondes là-dessus.
Un panel Internet, c'est des volontaires, des gens qui se sont inscrits eux-mêmes pour répondre à des questionnaires, souvent pour quelques centimes ou des bons d'achat. Alors, qui s'inscrit et qui s'inscrit jamais? Et là, je ne vais pas vous répondre avec mes impressions. La dernière fois, on m'a fait la remarque, elle était bien méritée. Autour de moi, ce n'est pas un argument. Donc, écoutez plutôt un sociologue samedi dernier. Des études, notamment des études de l'INSEE, ont montré que les gens qui étaient inscrits sur ces panels étaient plus politisés que la moyenne, suivaient plus l'actualité, suivaient plus les médias, par exemple, que la moyenne des Français. Et en ce sens, il y a aussi une petite distorsion des gens qui sont interrogés, qui ne sont pas parfaitement à l'image de la population. Donc, les gens des panels, ils sont plus politisés que la moyenne. Ils suivent plus les médias que la moyenne. En gros, la mini-France, c'est une France qui regarde déjà la télé politique. Et tous ceux qui ont décroché de tout ça, et il y en a des millions, hein, ben, ils n'habitent pas là-dedans. Et il y a un troisième truc, encore plus discret. C'est le même sociologue qui l'explique. Écoutez bien là, c'est le passage important. Les sondeurs demandent aux gens pour qui allez-vous voter, mais ils demandent aussi une certitude de choix. C'est-à-dire qu'ils leur disent, la question n'est pas d'ailleurs dans plusieurs mois pour qui allez-vous voter, mais si l'élection avait lieu dimanche prochain, pour qui voteriez-vous? Et il y a une autre question qui est sur une échelle, par exemple, de 0 à 10, êtes-vous sûr d'aller voter? Et les sondeurs, quand ils réalisent leurs chiffres, ne vont sélectionner, ne vont retenir que les gens qui sont très certains d'aller voter. Et plus on est loin d'une élection, comme c'est le cas aujourd'hui par exemple, plus la proportion de gens qui est très certaine d'aller voter est faible. Vous avez entendu? Il compte que les gens qui sont très sûrs d'aller voter à 10 mois du scrutin. Bon, qui est-ce qui est très sûr 10 mois avant? Ceux qui votent tout le temps à toutes les élections. Et qui est-ce qui n'est pas encore? Ceux qui se décident tard, ceux qui se réveillent pendant la campagne, les jeunes, les milieux populaires. Ils ne sont pas truqués, ils sont filtrés. C'est pas pareil. Et c'est légal et ça se refait à chaque vague. Eux, ils reviendront dans la photo le jour où plus personne regarde les sondages, le jour du vote. Et c'est pas juste de la théorie, hein. Il y a un rapport de commission d'enquête parlementaire là-dessus. Et ce rapport documente précisément ce que la vidéo pédagogique ne dit pas. Les panels captent mal deux catégories de la population, les jeunes et les milieux populaires. Autrement dit, la mini-France a des quartiers entiers vides. C'est comme si je venais dans les studios de Sud Radio et que comme il y a un certain nombre de personnes qui veulent pas répondre à mes questions, et ben du coup je faisais mon analyse. Je faisais mon analyse sur cette base-là. L'image est bonne. Je la reprends. Imaginez que je fasse un sondage rien qu'avec des gens qui acceptent de me répondre. Les autres, ceux qui raccrochent, ceux qui s'inscrivent jamais nulle part, ceux que personne n'appelle, ben ils n'existent pas dans la photo. Et après, je vous sors ma photo en disant voilà la France. Alors, ils ont un truc pour rattraper ça, le redressement statistique. Vous savez, le mot qu'ils expédient en une phrase dans leur vidéo, c'est du maquillage. On gonfle le poids des rares jeunes et des rares ouvriers qu'on a réussi à attraper en croisant les doigts qu'ils ressemblent aux autres. Allez lire les notices, chercher qui paye, comprendre comment c'est fabriqué, c'est le boulot de cette chaîne. Abonnez-vous si vous voulez que ça continue. Et Tipeee en description, un café à 3 €, ça finance littéralement le prochain décryptage. Et maintenant, le plus beau. On va appliquer leurs propres règles à leur propre sondage. Réécoutez la marge d'erreur. Vous avez une marge d'erreur qui est entre 2 et 3 points. 2 à 3 points. C'est eux qui le disent. Et ils ont raison. Bon, maintenant, reprenons le sondage de la semaine dernière. Même institut, Édouard Philippe, deuxième à 16,5. Mélenchon à 16. Un demi-point. Un demi-point d'écart. Avec une marge d'erreur de 2 à 3 points. Donc, avec leurs propres règles à eux, ce classement, il vaut rien. 0. La fameuse deuxième place qui a tourné en bandeau toute la semaine, elle est dans la marge d'erreur. Et le sondeur le savait. Il a même dit sur le plateau, du bout des lèvres, la deuxième place est très ouverte. Il l'a dit. Et le bandeau est resté. Donc, ce n'est pas le sondage qui ment, c'est ce qu'on en fait à l'antenne. Et des fois, il voit juste. Le second tour de 2022, il avait annoncé 1 an en avant. Donc, gardez bien ça en tête. Quand ils se plantent, c'est pas qu'ils ne savent pas faire. Ils savent faire. C'est qu'il y a autre chose. Et c'est le sociologue qui le dit mieux. Donc c'est peut-être aussi
une responsabilité collective, c'est-à-dire une responsabilité des personnes comme vous et moi qui allons les regarder, mais aussi une responsabilité des médias de ne pas trop faire dire à ces chiffres autre chose que ce qu'ils sont. Et on voit dans un certain nombre de chaînes, dans un certain nombre de médias, une tendance à, disons, donner une place beaucoup trop importante à ces chiffres, c'est-à-dire à suivre l'élection à travers la seule évolution des chiffres de sondage. Donc là, c'est aussi un petit point d'alerte, non pas sur, vous voyez, l'instrument lui-même, mais l'utilisation qui en est faite sur l'espace social, l'espace démocratique, puisqu'on a l'impression que l'élection ne se joue qu'à travers les sondages et l'évolution d'un sondage à l'autre. Pas l'instrument lui-même, mais l'utilisation qui en est faite. Voilà, c'est tout. Un sondage fabriqué honnêtement, tu peux le raconter malhonnêtement. Et ça, c'est pas les statisticiens qui le font. C'est les chaînes qui commandent, qui titrent et qui commentent leurs propres commandes à longueur de journée. Eux, personne ne les contrôle.